Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. Health Update is this bilingual program, weekly bilingual program, which talks about health all around. Now, recent figures from the Center for Disease Control estimate that 1 in every 36 children born across the globe suffer from autism. This number is up from the 1 in every 44 children that it was some 2 years ago. It is against the backdrop of these alarming figures that we decided to talk about autism in today's edition of Health Update on the African Television. And for this, we sourced out one of the best medics in this domain. He has dealt with a number of cases partaking to autism in Cameroon in particular. But before we meet him, let's go along with François Kevin Jega. He has health news that marked the week. Médecine traditionnelle. En fin de semaine dernière, l'avant-loi sur la question a été examinée et validée. Les représentants de tradis praticiens entourés des experts et des responsables ici des différents ministères ont pendant 3 jours reparcouru les 10 tests sous le prisme des recommandations formulées par les services du Premier ministre. C'était au cours d'une rencontre tenue du 15 au 17 novembre 2023. Prématurité au Cameroun. Susciter un intérêt général et une implication effective de tous les acteurs. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun a célébré le 17 novembre 2023 la journée mondiale de la lutte contre la prématurité sous le thème « Petit geste immense impact, peau à peau immédiate pour chaque bébé » partout dans le monde. Au Cameroun, la prématurité constitue un problème de santé majeur, 28%, soit 3 nouveaux-nés sur 10 décèdent de suite de complications liées à la prématurité. Examen de passage et de certification. Pas de rattrapage pour les recalés. C'est là, en toute fermeté, que le patron de la santé camerounaise a fait connaître aux grévistes avec lesquels il a échangé le lundi 20 novembre 2023 qu'aucune des sections de rattrapage ne sera organisée à l'issue de la publication des résultats au dit examen, comme le souhaitent ces derniers. Prévention épidémiologique. L'examen universel de l'état de santé et de préparation. Un nouveau mécanisme de préparation et de réponse plus robuste aux urgences sanitaires. Il a été présenté aux hommes de médias en matinée du 21 novembre 2023. Au cours d'une déclaration de presse par le ministre de la Santé publique, le Dr Malachi Manaouda. Car la pandémie à Covid-19 a permis au pays de se rendre compte de la vulnérabilité du monde entier face aux menaces de santé publique qui sont pour la majorité de portée internationale. Le 22 novembre 2023 s'est ouvert au Centre international de référence Chantal Biya l'atelier international de virologie par le ministre de la Santé publique en présence du taux management de séants et d'experts internationaux. Toujours ce même jour, s'est ouvert à la salle de la Croix-Rouge ici à Yaoundé la deuxième réunion statutaire du Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Les travaux étaient conduits par le taux management de la santé publique du pays. Outre les représentants de la présidence de la République et du secrétariat de la prémature, toutes les administrations sectorielles et financières y prenaient part. Dans la nuit du 21 novembre 2023, le Cameroun a reçu plus de 3000 doses de vaccins pour lutter contre le paludisme au Cameroun. Le pays est classé parmi les premiers à recevoir cette dose parmi les 9 sélectionnés en Afrique par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds mondial. Toujours ce même mardi, les autorités sanitaires du pays ont réceptionné du matériel pour la mise en œuvre des activités en stratégie avancée qui intègrent les autres interventions, notamment le dépistage des personnes à risque et la production des cartes de vaccination pour la vaccination des cibles du programme élargi de vaccination. Depuis vendredi, c'est ouvert du côté de la région de l'Ouest, notamment le département de la Ménois, arrondissement de Tian, la toute première réunion statutaire des pédiatres du Cameroun. Et s'achève ce lundi. C'est tout pour votre actualité santé de cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous dis aussi merci de nous permettre de partager avec vous et l'auditoire ce jour quelques connaissances sur la question de l'autisme. Je vais très bien. D'accord. Alors nous allons plonger dans le vif du sujet. Nous avons suivi un reportage qui a précédé cette interview dans lequel les habitants de la cité capitale Yaoundé ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'autisme. Plusieurs personnes l'assimilent à de la sorcellerie. Vous pouvez nous dire c'est quoi l'autisme en des termes très simples pour le Camerounais lambda? Oui, effectivement. En réalité, lorsqu'on parle de l'autisme, il s'agit, pendant longtemps, il s'agissait d'un trouble envahissant du développement,
mais depuis quelques années, on va aborder la question de l'autisme dans le sens du trouble du spectre autistique. Donc, la personne qui est porteuse de l'autisme, en réalité, dans le développement du système nerveux ou du cerveau de manière générale, il y a eu quelques failles qui se sont produites ou alors il s'est développé différemment de ce que l'on s'attendrait à voir normalement chez un enfant. Du coup, ça donne lieu à un ensemble de comportements qui nous permettent de statuer sur la possibilité de l'autisme chez ces personnes-là. Alors, est-ce qu'il y a des causes à l'autisme? Bon, à l'heure actuelle, jusqu'à présent, il est difficile de statuer sur les causes responsables de l'autisme, mais néanmoins, les recherches nous permettent de savoir ou de comprendre que deux facteurs sont généralement incriminés dans l'avènement de l'autisme chez un enfant, notamment le facteur génétique, donc ça peut être transmis de la mère ou du père, je ne sais pas, dans la génétique quand même, ça va être transmis, ou encore on va insister sur le rôle que joue l'environnement dans le développement de ce handicap-là, notamment l'exposition de la maman pendant la période pâturante, pendant qu'elle est enceinte, à des substances toxiques, par exemple le tabac, l'alcool, de manière exacerbée. Les rayons X aussi peuvent être expliqués, être admis comme facteurs environnementaux qui peuvent expliquer cela. Et dans une autre certaine mesure, il y a généralement aussi ce qu'on appelle la souffrance fœtale. Donc pendant l'accouchement, parfois, il peut arriver qu'il y ait des difficultés ou des complications et que l'enfant, une fois que la poche d'eau a été rompue, le temps d'expulsion soit un peu plus lent. Et puis l'enfant, pendant un certain temps, le cerveau ne sera pas oxygéné. Et donc après, dans le développement, cela pourra créer des lésions qui seraient responsables du comportement autistique tel qu'on va observer dans la suite. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on ne devient pas autiste, on est autiste? Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc neuroatypique, dont les neurones de l'individu, pendant la construction du système nerveux, c'est généralement vers la fin du 3e mois de grossesse, que le cerveau se met en place avec un ensemble de fonctionnalités. Donc du coup, il arrive que pendant cette période-là, que les neurones ne se développent pas normalement comme ce qui serait attendu dans la plupart des cas. Donc du coup, est-ce qu'on peut commencer à voir les signes? Quels sont d'abord ces signes avant-coureurs de l'autisme chez l'enfant? Effectivement, étant donné que les difficultés de l'enfant vont s'exprimer du point de vue de la communication, du point de vue des relations interpersonnelles et du point de vue des comportements stéréotypés. Et il y a un ensemble de comportements qui peuvent déjà alerter les parents. Notamment, vous savez, pendant la période de tétée, lorsque le développement de l'enfant est normal, il y a souvent un regard fusionnel entre la mère et l'enfant. Une façon pour l'enfant de communiquer ou d'entrer en communication avec la maman. C'est ce qui marque déjà son désir d'interagir. Ça, c'est d'un. Maintenant, il y a aussi que l'enfant, pendant le développement, n'arrive pas à produire ce qu'on appelle le babillage. C'est-à-dire que c'est une étape qui prépare la venue du langage. Les ba, ma, que les enfants font souvent, ça prépare l'avènement du langage. Or, vous allez avoir un enfant, 4, 5, 6 mois, qui ne fait pas cela. Donc, ça doit déjà commencer à attirer l'attention. Autre chose, c'est que l'enfant aura un intérêt porté pour des objets inanimés. Vous voyez? Alors qu'en temps normal, l'enfant devrait porter son attention sur les personnes humaines avec lesquelles il interagit, notamment la maman. Donc, il y aura une préférence pour des objets et l'enfant aura tendance à développer une hostilité au contact. Donc, vous voyez, souvent quand vous tenez l'enfant, pendant qu'il pleure, par exemple, pour le calmer, non, ce serait l'enfant que quand vous le tenez comme ça, il se sent mal à l'aise. Donc, du coup, il va réagir de manière extrême. Autre chose, dans le comportement stéréotypé, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme l'enfant attendrait, ou il aurait souhaité, il peut crier, pleurer pendant des heures sans que vous ne puissiez le calmer. Et voilà, dans certains cas, on aura des mouvements un peu stéréotypés du genre, il peut se balancer d'avant en arrière de manière permanente comme ça, et une tendance à l'auto-agressivité. C'est-à-dire que capable de se gratter la peau au point où le sang même va couler, il ne s'arrête pas, mais ça c'est quand surtout une situation l'angoisse. Et du coup, il va
essayer à sa manière d'exprimer son angoisse par rapport à cela. Alors, l'éducation ou la relation parent-enfant n'a pas de lien direct avec le développement de l'autisme? Pas fondamentalement. Vous savez, pendant longtemps, la psychanalyse a passé le temps à tirer à boulet rouge sur les parents. Le cerveau bouge, il devient autiste et qu'on sort. Oui, ça c'était pendant longtemps. Mais les explications ont évolué avec le temps. On se rend donc compte que, en fait, du fait de la psychologie différentielle, on se rend compte que l'enfant autiste, c'est un enfant qui se développe différemment des autres enfants. Et donc, il a une particularité que les autres n'ont pas. Du coup, ça peut expliquer cela. Donc, du fait de l'éducation, non, pas véritablement. C'est vrai aussi que l'environnement, lorsque l'environnement est riche en stimulation, ça peut aider l'enfant, peut-être pas à gommer totalement les difficultés qu'il pourra avoir à interagir, mais à réduire ou à les apprivoiser. Donc, il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte. Rien à voir avec la sorcellerie? Pas vraiment, mais seulement que dans le contexte africain, les interprétations socio-culturelles font que on a souvent l'habitude de dire que ce sont des enfants sorciers. Près de l'eau, voilà, il y a des explications comme ça. Ou encore peut-être que c'est l'enfant que les parents ou un membre de la famille a dû sacrifier pour avoir l'ascension sociale. Ça, ce sont des interprétations purement culturelles et qui malheureusement bloquent même la réponse en matière de prise en charge ou d'accompagnement de ces enfants-là. Or, prise en charge, quel spécialiste faut-il consulter quand on a un enfant autiste? Bien. Alors, les interventions sont plurielles. Donc, l'intervention est multi-axiale. Dès lors qu'on a constaté ces premiers signes avant-coureurs dont nous faisions allusion précédemment, il est important, dans un premier temps, de rencontrer un neuropédiatre. Le neuropédiatre va vous demander certainement aux parents de faire l'examen, notamment, ça sera le scanner et l'électroencéphalogramme, pour voir comment se fait la transmission de l'influx nerveux. Le scanner nous permettra de voir est-ce qu'il y aurait des lésions au niveau du lobe frontal, parce que c'est généralement là, à ce niveau, que la lésion va se faire, va être remarquée. Donc, premier spécialiste neuropédiatre. Maintenant, lorsque c'est avéré, il faudrait que l'enfant voie un psychologue. Le psychologue va poser le diagnostic. Et il y a un ensemble d'outils que l'on va utiliser, notamment des tests, qui permettent d'évaluer le comportement de l'enfant et voir, en fonction du score obtenu, s'il y a présence ou non de l'autisme, si oui, quelle forme clinique. Donc, il y a ça. Maintenant, en fonction des difficultés de l'enfant, notamment au niveau du langage, des interactions, il faudra que l'enfant passe aussi par l'orthophoniste pour la production du langage. Et l'orthophoniste, lui, il fera aussi un autre diagnostic singulier et donc différentiel qui lui permet de savoir à quel niveau, parlant des organes phonatoires, il faut agir pour stimuler l'enfant et provoquer la production du langage chez lui. Il y aura aussi que, dans certains cas, lorsque les habiletés psychomotrices sont diminuées ou touchées, il faudra aussi que l'enfant passe par les soins d'un psychomotricien qui lui aussi aura une intervention. Maintenant, sur le plan éducatif, puisqu'il faut qu'il bénéficie d'une éducation, l'éducateur spécialisé aura un rôle important à jouer. Notamment, on verra que dans la prise en charge sur le plan éducatif, il y a un ensemble de méthodes et de techniques à mettre en place pour leur assurer une certaine éducation de qualité et qui n'obéit habituellement pas aux principes et aux démarches éducatives chez les enfants, entre guillemets, dits normaux. Donc, c'est très important. Ça, c'est la kyrielle des spécialistes par lesquels il faut passer. Disons, vous avez un enfant qui commence ses ba-ba-ba normalement, et puis il commence même à parler, et environ 2 ans, 3 ans, il arrête de parler, il devient juste agressif. Est-ce qu'on peut dire là que l'autisme s'est développé, ou alors c'est autre chose? Parce que je connais 2, 3, 4 cas qui se sont passés comme ça, les enfants commencent à parler, puis à l'âge de 2 ans, 3 ans, ils arrêtent de parler. S'il veut boire de l'eau, il vient porter la bouteille d'eau, il la boit. S'il veut quelque chose, il la cherche ou il pointe la chose du doigt et il arrête de s'exprimer, il devient juste agressif. Tu lui parles, il pleure, tu fais quoi que ce soit, il se met à crier, à se rouler au sol.
Oui, effectivement, il y a que dans certains cas, comme vous le signalez, on observe qu'il y a des régressions dans le développement. C'est-à-dire l'enfant va d'abord s'inscrire dans le processus développemental selon les lois du développement que l'on connaît en psychologie. Et au bout d'un certain temps, il y a comme une stagnation accompagnée d'une régression. Et donc, à partir de cet instant, on peut se demander qu'est-ce qui, dans l'environnement direct de l'enfant, aurait favorisé cette stagnation et par conséquent, cette régression. Dans tous les cas, il faudra prendre en compte toutes ces informations-là qui sont nécessaires. Parce que lorsque le diagnostic est de bonne qualité, de haute facture, la réponse ou l'aide est plus spécifique, est plus adaptée et ça nous permet de savoir exactement à quel niveau il faut agir. Donc, l'environnement joue un rôle fondamental dans l'évolution ou la régression. Est-ce qu'il y a les différents types d'autisme? Parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu à lire et je me suis rendu compte qu'il y a des personnalités ou des hommes célèbres comme Albert Einstein, Elon Musk, qui est actuellement l'homme le plus riche même du monde, qui est le propriétaire de Twitter. Ils disent qu'ils sont autistes, ces hommes-là. Est-ce qu'il y a des autistes qui sont très intelligents, d'autres qui sont, entre guillemets, bêtes ou alors sorciers, comme on peut dire? Ok. Bien entendu, comme je le disais précédemment, il y a des formes cliniques. Vous comprenez? C'est vrai, on parle de l'autisme, mais on a tendance à tout, dans une logique non experte, de faire de l'amalgame parfois. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ces cas que vous citez sont des cas connus. Certainement, ils font partie de cette forme clinique que nous appelons des Asperger. Les autistes Asperger sont dotés d'une intelligence assez remarquable, au-dessus même de la moyenne que des personnes considérées comme normales, entre guillemets. Donc, ça sont les Asperger. Maintenant, ils vont avoir plus de soucis dans les interactions et peut-être quelque peu la communication. Mais, ils sont très intelligents. Il y aura donc les autistes moyens, parce que ça sont les Asperger sont les autistes légers, il y aura les autistes moyens et il y aura les autistes profonds. Donc, c'est les trois catégories. D'accord. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer la montée en puissance de l'autisme de nos jours? Parce que, en préparant encore l'émission, je disais qu'il y a un enfant sur 36 né dans le monde avec l'autisme cette année. Pourtant, il y a 2 ans, c'était un enfant sur 41. Pourquoi ça augmente? Qu'est-ce qui explique l'augmentation? Bien. Les explications plausibles en ce moment tournent autour, par exemple, de la consommation ou du moins de nos habitudes alimentaires de nos jours. Vous voyez que de plus en plus, on utilise plus de produits chimiques dans la production agricole. Et ces produits-là sont contenus dans les aliments que nous consommons et plus encore que la femme va consommer pendant la période pâturante, c'est-à-dire pendant qu'elle est enceinte. Du coup, ça va constituer des dépôts. Et vous voyez, des dépôts de ces substances-là, finalement, qui atteignent un certain seuil et deviennent toxiques pour le développement ou pour la vie intra-utérine. Du coup, ça peut être un facteur explicatif. Ça, c'est d'un. Maintenant, d'un autre côté, on peut aussi prendre en compte la dépravation des mœurs qui n'est pas à négliger. La surconsommation du tabac, de l'alcool et dans certains cas aussi, on va dire que, voilà, avec l'âge avancé et tout ce qui peut aller avec, ces facteurs combinés peuvent servir des pistes de compréhension de l'accroissement du taux d'autisme dans le monde de manière générale. Parce qu'avant, on restait à la maison avec nos cas de maladie. Oui, effectivement. Existe-t-il un traitement? Étant donné que l'autisme, je le disais d'entrée de jeu, c'est un handicap, donc une façon d'être finalement, un traitement supposerait que l'on va guérir. Il n'existe pas un traitement à proprement parler, mais il y a des thérapies pour améliorer ou du moins faire régresser les symptômes. Parmi lesquels, sur le plan psychologique, on aura par exemple une thérapie cognitivo-comportementale qui permet de mettre en place un cadre favorable à un comportement que la société a tendance à valider. Ça, c'est d'un. Maintenant, il y aura aussi la thérapie systémique et familiale parce que la famille, généralement, est tellement touchée, tellement affectée que parfois, elle ne sait pas comment s'y prendre pour accompagner. Donc, la thérapie systémique et familiale permet de travailler à la fois avec l'enfant, mais aussi avec la famille
pour voir comment restructurer l'environnement de vie de l'enfant pour que l'environnement lui soit favorable. Ça, c'est sur le plan purement psychologique. Il y aura aussi la thérapie développementale. Et sur le plan éducatif, on aura un ensemble d'outils ou de méthodes pédagogiques à utiliser. Je pense notamment à la méthode ABA, je pense à la méthode Tisch, je pense à la méthode Marcaton, je pense à la méthode prônée par Montessori. Il y a autant de qui ont fait leurs preuves. Effectivement, qui ont fait leurs preuves. Donc, c'est vraiment une prise en charge plurielle. Et vous voyez, je parle au niveau du psychologue et de l'éducateur spécialisé. C'est clair que le neuropédiatre aura une prescription en termes de neuroleptique pour réguler le fonctionnement du système nerveux et donc de la neurotransmission. Le psychomotricien aura un rôle à jouer. Il aura ses outils à part. L'orthophoniste aura aussi ses outils. Mais surtout aussi encore que comment vous les appelez, les nutritionnistes auront un rôle très important à jouer. Parce qu'il y a certains aliments qui peuvent, comment dirais-je, faciliter ou favoriser la manifestation de l'agressivité. Et donc, il va falloir observer tout ça et mettre l'enfant sous un régime bien précis aussi. Merci, docteur. Un mot pour la fin. Si je dois dire quelque chose, c'est encourager les familles à consulter lorsque on observe quelques signes chez l'enfant. Ce n'est pas nécessaire de garder l'enfant à la maison, parce que j'ai l'habitude de dire, ils ne sont peut-être pas des enfants comme les autres, mais comme les autres enfants, ils ont des droits, mais ils ont surtout des devoirs. Alors, lorsque l'environnement, lorsque la prise en charge, l'accompagnement est efficace, ils réussissent à faire des choses assez impeccables. Donc, vraiment, on ne peut que dire cela. Maintenant, parfois, on ne sait pas où il faut aller. Vous voyez, nous sommes ici. Il y a la fondation de psychologie Rafapsi, par exemple, où moi, je travaille au quotidien. Et on a un collège d'experts qui y travaillent. Donc, on peut accompagner l'enfant et la famille pour un avenir radieux. Donc, il faut qu'on développe plutôt de l'amour. Ils ont besoin vraiment d'amour. Il faudrait que les parents aussi sachent qu'il faut être patient avec ses enfants parce que leur développement ne va pas suivre les logiques développementales des autres enfants. Or, habituellement, dans les familles, on fait des comparaisons entre eux et les enfants des autres ou entre eux et leurs frères non autistes. Ce qui peut leur froisser, leur plonger en permanence dans l'angoisse et donc inhiber le potentiel qu'ils ont en eux. Donc, merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Ladies and gentlemen, I guess it was as educative to you as it was to me on this set today. Let's meet right behind Valérie Naisumba. She comes back with the tips of the week. Ronfler est une nuisance persistante qui empêche des millions de gens à travers le monde de dormir tous les jours. Le ronflement est dû au resserrement ou l'obstruction partielle des voies respiratoires, ce qui peut souvent causer un mal-être et des maladies. Nous vous proposons donc quelques méthodes qui vous permettront non seulement d'arrêter de ronfler, mais aussi d'éviter le ronflement. Tout d'abord, faites de l'exercice comme l'extraction de langue. Il suffit de tirer la langue aussi loin que possible, amener le bout de la langue vers le menton et la ramener vers la joue gauche puis vers la joue droite. Répétez cet exercice au moins 10 fois par jour à vitesse rapide jusqu'à l'obtention du résultat. Ensuite, il est recommandé d'arrêter de manger juste avant d'aller se coucher car un repas copieux, 2 heures au moins avant d'aller au lit, stimule le ronflement. Garder un poids sain, cela signifie que le surpoids favorise le ronflement. Dormir sur le côté est une posture à adopter pour éviter le ronflement, car dormir sur le dos augmente la chance de ronflement à cause de la voie respiratoire qui est bloquée. Rassurez-vous tout de même de dormir aussi suffisamment. Évitez aussi l'alcool, car la consommation d'alcool, surtout la nuit, affecte le système nerveux, affaiblit vos muscles et cause donc des ronflements. Évitez d'avoir le rhume en vous mettant au chaud, car un nez bouché augmente le risque de ronflement. Réduire ou arrêter de fumer est aussi important pour remédier au ronflement car fumer irrite la gorge et favorise donc le ronflement. Adaptez votre literie et toujours dormir avec un oreiller ferme. Cela permettra de maintenir votre cou et le dos bien droit, ce qui va réduire le risque de ronflement. Veillez toutefois à toujours demander l'avis de votre médecin qui pourra mieux vous outiller
en vous donnant un avis professionnel pour éviter ou réduire les ronflements. Voilà qui met fin à notre rendez-vous cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African television. While hoping that you were as educated as I was during today's edition, we urge you to stay glued to the rest of the programs of the African television. Do not forget to get linked to our social media handles, particularly on Facebook at Health Update Vision 4. A number is right below your screens where you can participate in this program, and you can send us your various contributions. Until next week, do stay healthy, do stay glued to the programs of the African television. Good morning.